Dernière nouvelle 24 heures. C'était très téléguidé. La ficelle était énorme. En acceptant d'être l'invité de Jean-Pierre Pernaut, qui anime le journal télévisé le plus populaire, et en délocalisant le plateau dans une salle de classe du petit village de Berduy, Emmanuel Macron montrait son souhait de parler à « la France d'en bas ». Le président des riches allait parler aux Français des campagnes, le président des villes allait parler aux Français des territoires, le plus jeune président de la 5e allait parler aux anciens. Cela promettait une émission vivante, ou du moins concrète, chaleureuse. In fine, on a eu du Macron pur. Une machine intellectuelle bien rodée, un dirigeant solide. Mais l'homme, même s'il a pris soin de faire preuve d'empathie, n'a guère brisé l'armure. Trop rapide, trop conceptuel, pas assez charnel. L'initiative était audacieuse, du jamais vu. Même si d'autres présidents, avant lui, ont tenté de briser les codes de la télévision, en fait, pas tant que cela. Valéry Giscard d'Estaing a joué de l'accordéon devant les caméras, dans les jardins de Chamalières, en regardant droit dans les yeux la vedette du petit écran de l'époque, Daniel Gilbert. Une façon de montrer qu'il n'était pas seulement un inspecteur des finances froid et distant. De casser son image bourgeoise et guindée. C'est lui qui avait inventé le rendez-vous du 14 juillet, Mitterrand et la chance aux chansons. François Mitterrand, lui, avait fait sensation en son temps, en participant à une émission animée par le présentateur vedette du journal de mi-journée de la première chaîne, Yves Mourouzi. Il y avait parlé en verlan et discuté de manière décontractée, histoire de faire jeune. C'était en 1985. Face à son jeune Premier ministre, Laurent Fabius, il apparaissait vieux et usé. Il voulait revenir au centre du jeu. François Mitterrand a beaucoup joué avec la télévision. Il a participé avec Pascal Sevran à une émission spéciale de « La chance aux chansons » dans la salle des fêtes de l'Élysée, avec Charles Trenet. Il a choisi la Sorbonne comme décor pour le débat sur le traité de Maastricht. Le grand communicant Jacques Pillan était à la manœuvre. Un virtuose qui savait utiliser la symbolique du décor pour appuyer un propos. Le général de Gaulle, comme Georges Pompidou, eux, ne se sont jamais affranchis des contraintes du petit écran, époque oblige. Jacques Chirac a eu pour seule audace l'organisation de grands shows à l'Élysée avec décors spéciaux et casting d'intervieweurs sur mesure. Quant à Nicolas Sarkozy, l'enfant de la télé, il est resté enfermé dans les vieux schémas, avec des panels de français. Une occasion ratée. Tout président cherche à gommer ses failles. Giscard en est le meilleur exemple. Il n'a eu de cesse de vouloir faire croire qu'il était un Français comme les autres. Se montrant en famille, jouant au foot, allant dîner chez les Français, recevant les éboueurs, et cachant qu'il aimait la chasse aux gros. Il n'a jamais réussi à se débarrasser de son image d'aristocrate décale. François Mitterrand lui a formidablement réussi, avec sa bergerie, la Roche de Solutré, ses arbres, ses ânes et ses livres à se construire un personnage fidèle à sa personnalité, et correspondant au slogan de sa campagne gagnante de 1981, une force tranquille. Parce qu'il a préservé une forme de sincérité et de mystère. Là, Emmanuel Macron n'a pas saisi l'occasion de ce décor. Pour déambuler, aller au tableau, nourrir son discours d'exemples vécus, ouvrir les fenêtres, sortir de cette fonction qui enferme, s'affranchir de son image d'inspecteur des finances devenu banquier, sensible aux problèmes des gens qui ont réussi, et étranger aux souffrances de ceux qui ne sont rien, pour reprendre sa phrase maladroite prononcée à la station F. Alors on se demande si c'était vraiment nécessaire de faire déplacer 300 gendarmes, de faire installer une antenne réseau spéciale, d'envelopper les poubelles dans un plastique spécial. Digne de la Papouasie, Bruno Roger Petit, journaliste devenu conseiller communication du président, avait jugé sur le Plus du Nouvel Obs très sévèrement le choix de Nicolas Sarkozy, en octobre 2011, de répondre aux questions du présentateur du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, incarnation du journalisme de proximité, sera le médiateur entre le président et son cœur de cible électorale, un public âgé, provincial, conservateur et inactif. Et d'ajouter, cette production continue de donner le triste d'une télévision aux ordres, digne de la Papouasie. Au-delà de la question très dérangeante des relations entre les médias audiovisuels et le pouvoir, qui n'ont finalement pas tant changé avec Emmanuel Macron, se pose la question de l'efficacité. Le chef de l'État a voulu parler de tout, avec un débit de mitrailleur.
À trop vouloir embrasser, il est resté insaisissable. Quelle phrase, quel exemple retiendra-t-on pour accompagner l'image du président assis dans cette classe de maternelle, tapissée de beaux dessins? Je n'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Je remercie les retraités. En revanche, il s'est montré ferme, ne revenant pas sur ses chaises, courageux, convaincu, décidé, mais pour cela, Berduy n'était pas indispensable. C'était très téléguidé. La ficelle était énorme. En acceptant d'être l'invité de Jean-Pierre Pernaut, qui anime le journal télévisé le plus populaire, et en délocalisant le plateau dans une salle de classe du petit village de Berduy, Emmanuel Macron montrait son souhait de parler à « la France d'en bas ». Le président des riches allait parler aux Français des campagnes, le président des villes allait parler aux Français des territoires, le plus jeune président de la 5e allait parler aux anciens. Cela promettait une émission vivante, ou du moins concrète, chaleureuse. In fine, on a eu du Macron pur. Une machine intellectuelle bien rodée, un dirigeant solide. Mais l'homme, même s'il a pris soin de faire preuve d'empathie, n'a guère brisé l'armure. Trop rapide, trop conceptuel, pas assez charnel. L'initiative était audacieuse, du jamais vu. Même si d'autres présidents, avant lui, ont tenté de briser les codes de la télévision, en fait, pas tant que cela. Valéry Giscard d'Estaing a joué de l'accordéon devant les caméras, dans les jardins de Chamalières, en regardant droit dans les yeux la vedette du petit écran de l'époque, Daniel Gilbert. Une façon de montrer qu'il n'était pas seulement un inspecteur des finances froid et distant. De casser son image bourgeoise et guindée. C'est lui qui avait inventé le rendez-vous du 14 juillet, Mitterrand et la chance aux chansons. François Mitterrand, lui, avait fait sensation en son. En participant à une émission animée par le présentateur vedette du journal demi-journée de la première chaîne, Yves Mourouzi. Il y avait parlé en verlan et discuté de manière décontractée, histoire de faire jeune. C'était en 1985. Face à son jeune Premier ministre, Laurent Fabius, il apparaissait vieux et usé. Il voulait revenir au centre du jeu. François Mitterrand a beaucoup joué avec la télévision. Il a participé avec Pascal Sevran à une émission spéciale de « La chance aux chansons » dans la salle des fêtes de l'Élysée, avec Charles Trenet. Il a choisi la Sorbonne comme décor pour le débat sur le traité de Maastricht. Le grand communicant Jacques Pillan était à la manœuvre. Un virtuose qui savait utiliser la symbolique du décor pour appuyer un propos.